Bonjour. Alors, je Bonjour. veux juste vérifier si vous nous entendez bien. Oui, Parfait. Alors, nous allons pouvoir commencer donc cette conférence des savoirs partagés. Philippe Guédu, donc je suis chef du service connaissance du territoire à la région. Et je tiens à excuser Madame Raphaël Simeoni, notre directrice générale des services, qui avait prévu d'ouvrir cette première conférence de savoir partager de 2024, mais qui a été pris ce matin par d'autres engagements. Euh, donc, vous avez été, et au fur et à mesure des minutes, nous sommes là une soixantaine de participants et vous avez été plus de 165 à vous inscrire. Donc je pense que Monsieur Gattuso, quand vous allez être amené à prendre la parole tout à l'heure, d'autres collègues nous auront retenu, rejoint. Voilà, donc nous vous remercions de partager ce temps d'ouverture donc sur des sujets de fond ou d'actualité, en rappelant que ces sujets sont proposés par l'ensemble des directions générales de la région. Donc ces conférences, elles s'inscrivent dans le cadre du projet de l'administration régionale, donc de la région Sud 3.0, qui a été souhaité, proposé de manière régulière, puisque nous avons 4 rendez-vous dans l'année et que les 4 rendez-vous de cette année sont d'ores et déjà programmés. Et nous aurons l'occasion à la fin de la conférence de vous préciser les rendez-vous à venir. Comme vous l'avez vu, la conférence est enregistrée, ce qui permet aux collègues qui n'ont pas pu forcément y assister en direct ou celles et ceux qui souhaitent la réécouter, de pouvoir accéder à l'enregistrement. Donc nous vous remercions de penser à couper les micros pendant la conférence et vous pourrez les rallumer pour poser vos questions directement à Jean-Pierre Gattuso, puisque nous avons pour ces conférences deux temps, un temps de présentation du sujet sur 1 heure et un temps d'échange. Voilà, donc pensez à couper les micros et par contre, n'hésitez pas, au fil de l'intervention de Monsieur Gattuso, de poser dans la discussion, dans le chat, les questions, les remarques, et donc elles seront relayées à la suite de l'intervention par Anne-Sophie Breteau. Donc, la Méditerranée, laboratoire de solutions océan et climat. Voilà, nous sommes avec la Méditerranée sur plus de 24 pays. Voilà, on aura l'occasion d'y revenir de manière plus approfondie et des territoires d'Europe, d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, qui font de la Méditerranée la plus grande mer semi-fermée au monde. Donc, nous savons bien et nous le vivons pour une part qu'elle est marquée par une diversité de contextes climatiques, politiques et socio-économiques. L'histoire de la Méditerranée témoigne d'interactions incessantes entre les sociétés humaines et leur environnement. Elle offre ainsi une mine d'informations sur la manière dont les sociétés ont réagi aux défis environnementaux au fil du temps, mettant à la fois en lumière leur vulnérabilité, mais également leur capacité à surmonter les obstacles et leur ingéniosité pour s'adapter à ces différentes contraintes ou réalités naturelles. L'évolution de notre bassin méditerranéen est aujourd'hui plus que jamais liée aux bouleversements climatiques et environnementaux qui découlent de l'activité humaine et comme le rappelle les différents rapports du GIEC et notre vécu dans ce territoire. Mais c'est également une véritable illustration miniature des océans, puisque la Méditerranée concentre les défis et les solutions de demain. Quelques-unes des questions et des problématiques voilà, que nous avons pu identifier et qui seront présentées. Quelles menaces affectent aujourd'hui la Méditerranée? Comment le changement climatique impacte-t-il son évolution? Quelles solutions pour gérer, conserver et, le cas échéant, restaurer la mer Méditerranée? Et quels peuvent en être les acteurs? Finalement, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous faisons aussi d'ores et déjà, que ce soit au niveau de la collectivité ou comme citoyens? Donc, pour tenter de répondre à ces questions, nous avons invité Monsieur Jean-Pierre Gattuso, directeur de recherche au CNRS, Sorbonne Université et à l'Institut de développement durable et des relations internationales.
Il est basé au laboratoire d'océanographie de Villefranche-sur-Mer, mais il nous a indiqué qu'il allait faire quelques éclairages sur Marseille, mais bon, voilà, la région couvre l'ensemble du territoire, où il étudie les effets du réchauffement et de l'acidification des océans sur les écosystèmes marins et les services écosystémiques. Il étudie également les solutions fondées sur l'océan qui permettent de réduire et de s'adapter au changement climatique. Voilà, je vous remercie encore une fois, Monsieur Gattuso, d'avoir accepté notre invitation et nous vous laissons la charge lourde de traiter ce vaste sujet en 1 heure seulement. Bonne conférence à toutes et à tous et à tout à l'heure pour vos questions. Merci. Merci à vous. Merci à Madame Bretodeau pour avoir organisé aussi cette conférence. Je suis très, très honoré de vous parler aujourd'hui de Villefranche-sur-Mer. Donc, je suis en effet dans la région sud et j'ai en fait un attachement particulier pour Marseille aussi parce que j'y ai fait mes études à Andoum et à Lumini. Et puis, mon grand-père, lorsqu'il a immigré d'Italie, a participé à la construction du phare de Planier. Il était tailleur de pierre. Donc, j'ai beaucoup d'émotions à parler de Marseille. Donc, on va parler aujourd'hui de la Méditerranée, laboratoire de solutions océan et climat. Et je vais commencer par des généralités sur ce que nous apporte l'océan. Vous verrez que dans le domaine scientifique, on utilise océan au singulier et ça inclut aussi les mers intérieures ou les marginales comme la Méditerranée, la mer Noire, etc. Je ne l'ai pas mis ici, mais la raison, c'est qu'en fait, tous les océans sont connectés et on considère maintenant en océanographie qu'il y a un océan et pas plusieurs mers. Tout ça, c'est connecté et les répercussions sur une partie de l'océan impactent bien évidemment les autres parties de l'océan. Donc en fait, l'océan au sens large a une valeur économique qui est considérable. Il modère le changement climatique, il représente plus de 90% de l'espace habitable de la planète. Il abrite beaucoup d'espèces évoluées, qu'on appelle les espèces eucaryotes. Il fournit des protéines. Ici, c'est un chiffre qui est un peu ancien. On est plutôt autour de 15% des protéines consommées par l'homme. Ces écosystèmes protègent les côtes de l'érosion, etc., etc. Cette valeur a été évaluée, alors ça date un peu maintenant, en 2015, par des collègues australiens. Et ils ont estimé que la valeur de l'océan était de 24 trillions de dollars, 24 milliards de dollars. C'est un chiffre qui est évidemment énorme et qui est de très loin supérieur aux fonds souverains les plus riches de la planète, ceux de la Norvège, d'Abu Dhabi, de l'Arabie Saoudite ou de la Chine. Et donc ça, c'est considéré comme un capital. Ce capital que représente l'océan d'un point de vue économique ramène, c'est la forme de cet entonnoir, là, les gouttes qui tombent, chaque année, le produit marin brut ou le produit brut de l'océan de manière annuelle, c'est 2,5 trillions de dollars. Et là aussi, c'est un chiffre qui est très, très élevé, bien sûr, très important. Et ce qui est important de relever, c'est qu'en fait, 70% de ce produit brut de l'océan est fondé sur un océan en bonne santé, plus des 2 tiers. Donc, un océan en bonne santé nous ramène non seulement une beauté intrinsèque, la beauté des paysages océaniques et marins, mais aussi, d'un point de vue économique, beaucoup d'apports. Et en fait, l'océan, si c'était une planète, si c'était, excusez-moi, un pays, ça serait la 7e économie de la planète, après les économies des USA, de la Chine, du Japon, de l'Allemagne, la France et du Royaume-Uni. Je crois d'ailleurs que maintenant c'est inversé, la France et le Royaume-Uni, peu importe, 7e économie de la planète. Donc vous voyez que même si on n'est pas sensible à la beauté des paysages marins, à la beauté des écosystèmes et des espèces marines,
Et si on est uniquement focalisé sur le business, eh bien, il y a beaucoup de sens à préserver l'océan de manière à ce qu'il nous ramène toujours ces services formidables qu'il nous amène. Les principales caractéristiques de la mer Méditerranée, alors je vais citer plusieurs chiffres là, mais je pense que c'est important pour bien positionner le contexte. C'est une toute petite partie de l'océan mondial, hein, moins de 1% de l'océan mondial. Et par contre, c'est 28% des espèces endémiques. Les espèces endémiques, c'est les espèces qu'on ne trouve que dans une région. Donc dans le monde des espèces endémiques, il y en a 28% en Méditerranée. Il y a un peu plus de 7% de la faune marine et plus de 18% de la flore marine et les algues qui sont présents dans l'océan. Donc on voit une biodiversité qui est vraiment extrêmement importante et beaucoup plus importante proportionnellement par rapport à sa surface. Et alors c'est une mer aussi où il y a énormément d'activités économiques et depuis longtemps. 450 ports et terminaux en Méditerranée, 30% des échanges maritimes mondiaux en volume, le quart du transport maritime de pétrole. Je ne sais pas si ce chiffre est toujours exact avec les problèmes que rencontrent les pétroliers en mer Rouge. Je ne sais pas s'il y a autant de pétrole qui passe par le canal de Suez depuis ces événements des Houthis au Yémen. Mais enfin, c'est une grande partie du transport maritime de pétrole et de gaz. C'est la première destination touristique dans le monde, hein, devant la Caraïbe. Le deuxième marché mondial des croisières après la Caraïbe. 400 sites remarquables de l'UNESCO, c'est absolument considérable, hein. Et ça, c'est évidemment d'un point de vue historique, hein, la Méditerranée, c'est le bassin où sont nées des civilisations telles que la civilisation grecque, la civilisation romaine. Et donc, il y a un très, très riche patrimoine architectural, archéologique et culturel en Méditerranée. 236 aires marines protégées. On verra plus tard que ce terme est très souvent trompeur, parce qu'il y a des aires marines protégées qui ne sont pas protégées. Je vous expliquerai ce qu'il en est. Et puis évidemment, la Méditerranée, moi c'est quelque chose que j'adore, c'est la diversité des pays, des langues, des cultures, de la cuisine, des styles de vie. Enfin, pour quelqu'un qui aime la diversité, la Méditerranée, c'est vraiment une mer et une région qui sont absolument remarquables. Une autre caractéristique de la mer Méditerranée, c'est qu'elle est très peuplée. Depuis longtemps, on estime qu'il y a 150 millions d'habitants sur la côte. Il y en avait 95 millions en 1979. Vous voyez que ça a beaucoup augmenté en peu de temps. Et le double en été. Ça, les 150 millions, c'est la population permanente, qui double donc avec les touristes en été. Et on estime qu'il y en aura 174 millions d'habitants d'ici 2025, c'est-à-dire l'année prochaine. C'est une région qui est évidemment caractérisée par les migrations. Alors, il y a des migrations depuis une éternité en Méditerranée. J'ai même moi-même, ma famille a une histoire de migration, puisque mon grand-père a émigré de Calabre dans les années 50. Et donc, et maintenant, une immigration qui vient du Proche-Orient et d'Afrique du Nord et au-delà, puisque le continent africain aussi, il y a beaucoup de migrants qui viennent de pays africains. Les croisières, il y a 20 millions de lits jours dans les croisières en Méditerranée, ce qui est vraiment beaucoup. Et donc, comme je disais tout à l'heure, c'est la deuxième destination croisière dans le monde, après la Caraïbe. Alors après, on va parler de l'environnement, mais avant de parler de l'environnement, je voudrais vous montrer
La box HelloFresh vaut-elle vraiment son prix? Alors, Absolument. J'aime beaucoup l'idée d'avoir... Donc, j'arrête le film là. Désolé, c'est YouTube, donc il y a de la publicité parfois. Je vais vous montrer en fait que le passé de la Méditerranée a été extrêmement agité. Et il n'y avait pas d'humains à l'époque, donc vous allez voir ce petit film. Je vais couper la musique. Voilà, qui nous explique ce qui s'est passé il y a 6 millions d'années. Je vais m'arrêter de temps en temps. Où le détroit de Gibraltar s'est fermé. Et donc, la connexion avec l'océan Atlantique a été coupée. Et le résultat, c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle la crise messinienne. Je coupe encore. Hop. La crise messinienne, c'est-à-dire que je vais revenir un peu en arrière pour être... Donc, une fois coupé, il y a une très grande évaporation en Méditerranée. Et donc, l'eau de la Méditerranée, en fait, s'est évaporée. Et elle est restée à sec sur énormément de régions. Il y a quelques bassins, bien sûr, où de l'eau a subsisté, mais la très grande partie de la Méditerranée s'est évaporée. Et ça a été la crise messinienne de salinité, parce que la salinité, évidemment, a augmenté beaucoup durant cette période du fait de cette évaporation. Puis, le détroit de Gibraltar s'est rouvert à la période messinienne. Ça a créé une gigantesque inondation qui a érodé un canal de 250 km de long. Je vais à nouveau couper ici. Et donc, l'eau a envahi le bassin, notre bassin, le bassin nord-ouest, et s'est propagée comme ça vers le bassin est. Vous reconnaissez, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, mais vous reconnaissez ici la Sicile. Et donc, voilà, l'eau a progressé. Ici, on est au sud de la Sicile. Et quand l'eau est arrivée à cet endroit-là, au canyon de Noto, il y a une cascade qui s'est mise en place d'1,5 km de haut, qui a excavé un canyon gigantesque et qui a amené beaucoup de sédiments, beaucoup de sable, de sédiments qui ont envahi la partie est. Et on estime qu'en fait, il a fallu que 2 ans pour que la Méditerranée se remplisse à nouveau à la suite de cet épisode, donc il y a 6 millions d'années. Donc c'est quelque chose que j'aime bien montrer parce que ça montre que l'environnement, c'est loin d'être stable à l'échelle géologique, et notamment en Méditerranée. Mais vous allez voir aussi que les perturbations de l'environnement que les activités humaines sont en train de mettre en place sont extrêmement rapides, puisqu'il nous a fallu moins de 200 ans pour profondément bouleverser notre environnement. Pas aussi profondément qu'il y a 6 millions d'années, mais quand même, ça a des impacts importants sur nos modes de vie et sur notre santé. Alors, quelles sont les pressions humaines sur la Méditerranée? Il y a la première pression, c'est la pression climatique qui vient en fait des émissions de gaz carbonique dans l'atmosphère. On estime qu'il y a près de 40 milliards gigatonnes. GT, c'est gigatonnes, c'est milliards de tonnes. On estime qu'il y a 40 milliards de tonnes de CO2 qui sont rejetées par les activités humaines, 90% qui proviennent de l'utilisation des combustibles fossiles, le gaz, le pétrole et le charbon, et 4 milliards de tonnes, 10%, qui correspondent au changement d'utilisation des terres et notamment à la déforestation. Il se trouve qu'il y a à peu près la moitié de ce gaz carbonique qui reste dans l'atmosphère, 47%, ce que vous voyez sur la droite, et il existe ce qu'on appelle 2 puits de CO2 sur la planète. Le premier, c'est le puits terrestre, qui correspond à la végétation terrestre, qui absorbe à peu près 30% du CO2 rejeté par les activités humaines, et l'océan, qui absorbe environ 26% du CO2 rejeté par les activités humaines. Ça représente tout de même 30 millions de tonnes de CO2 qui rentrent dans l'océan chaque jour.
C'est un chiffre qui est absolument considérable. Et on verra que ça, c'est pas neutre. On a la chance d'avoir un océan. Si on n'avait pas d'océan, on aurait donc plus de CO2 dans l'atmosphère, puisqu'on aurait éliminé un puits. Et donc, on aurait des changements climatiques encore plus importants que ce que l'on observe aujourd'hui et que ceux que l'on prévoit pour le futur. 30 millions de tonnes de CO2. Et on a l'habitude de dire que l'océan est un acteur et une victime du changement climatique. Une victime, pourquoi? Parce qu'il absorbe donc 90% de l'excès d'énergie lié à l'effet de serre. Quand on rejette du CO2 dans l'atmosphère, ça augmente l'effet de serre et donc ça réchauffe l'air. Et cet excès d'énergie, il y en a 90% qui sont récupérés par l'océan. Ce qui crée évidemment un réchauffement de l'eau de mer et une déoxygénation de l'eau de mer, parce que l'eau de mer, quand elle se réchauffe, elle perd de l'oxygène. L'océan perd actuellement de l'oxygène. Il absorbe aussi, je l'ai dit tout à l'heure, 26% des émissions de CO2, ce qui conduit à une acidification de l'eau de mer. Je vous expliquerai dans très peu de temps ce que ça veut dire, cette acidification. Et là encore, je vous ai décrit ça comme une chance. Et l'océan reçoit aussi la totalité ou la quasi-totalité de l'eau qui provient de la fonte des glaces dans les glaciers et des calottes polaires, ce qui évidemment fait monter le niveau de la mer. Et le niveau de la mer monte également en raison du réchauffement, parce que l'eau chaude prend un volume plus important que l'eau froide. Et donc ces deux mécanismes, réchauffement et montée du niveau de la mer, réchauffement et fonte de la glace, sont les moteurs de l'élévation du niveau de la mer. Alors ça, c'est la température, les anomalies de température de l'air dans la région méditerranéenne. On voit en vert, c'est la moyenne globale d'anomalies. Donc on était à une anomalie de 0 en 1880, et vous voyez que depuis 1920-1930, cette anomalie augmente à l'échelle globale en vert. On est actuellement, ce graphe n'est pas à jour, mais on est actuellement à une anomalie qui approche dans l'air en 2023 1,3-1,4 degrés. Et vous voyez que la région méditerranéenne se réchauffe plus vite que la moyenne globale de la planète. Elle est sur ce graphe de plus 1,5 degré, l'anomalie de température. Ici sur la droite, on montre cette anomalie de température qui donc est aujourd'hui proche de 1,5 degré. Et vous voyez qu'elle augmente régulièrement depuis 1970. Peut-être que c'est une figure que vous avez déjà vue dans le passé. C'est une façon qu'on a de présenter ici l'anomalie de température en été à l'ouest de la Méditerranée. Et chaque barre correspond à une année, chaque barre verticale. Une barre verticale bleue, ça indique une anomalie qui est négative, et une barre rouge, une anomalie qui est positive. Et on voit que les barres rouges, et ça c'est depuis l'année 1100, hein, depuis la période médiévale. Et vous voyez que depuis environ 1900, les barres rouges deviennent de plus en plus nombreuses et de plus en plus sombres, le rouge de plus en plus foncé, ce qui est la marque du changement climatique. Et vous remarquerez aussi qu'il y a des périodes où il y avait quelques barres rouges, moins qu'aujourd'hui, mais quelques barres rouges ici autour de l'an 1400, de l'an 1200. C'est ce qu'on appelle l'optimum thermique du Moyen-Âge. Il y a des explications à ça que je ne vais pas donner aujourd'hui, que moi-même, ce n'est pas ma spécialité, les paléoclimats, mais on voit qu'il y a eu des périodes qui ont été un peu plus chaudes durant la période du Moyen-Âge en Méditerranée. Ça, c'est une autre façon, je vais l'interrompre, une autre façon de visualiser les anomalies de température. Vous voyez, au milieu, il y a les années qui défilent, les ronds rouges, les cercles rouges,
ces anomalies de température. Là, on est en 1890, en fonction des mois, de janvier, ici en haut, à décembre, tout en haut. Et donc, vous voyez, à partir de 1950, ces anomalies qui deviennent vertes là et qui deviennent de plus en plus importantes, 82, 86, 88. Vous voyez ça s'est beaucoup accéléré dans les dernières années. Et on a certains mois ici, alors ça c'est le nord-ouest de la Méditerranée, il y a certains mois même on dépasse l'anomalie de 2 degrés, là, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, mais l'anomalie de 2 degrés qui est ici, en décembre par exemple, je ne sais pas à quoi correspond cette ligne jaune, mais c'est des années récentes depuis 2015. Vous voyez qu'on voit très très clairement ce réchauffement qui se déroule en Méditerranée. Alors quelques exemples ici dans la rade de Villefranche-sur-Mer, donc le labo où je travaille est basé ici, encore une fois. Vous pouvez me dire, Madame Bretodeau, si vous voyez mon... Oui, 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 on voit votre souris. Ici, la station marine de Villefranche-sur-Mer est ici, et donc on étudie ici une station qu'on appelle le point B, où on va toutes les semaines récolter de l'eau et mesurer différents paramètres, dont la température. Ici, au point B, donc à l'entrée de la rade de Villefranche, le réchauffement a été très rapide, 0,9 degrés par décennie. Alors qu'à l'échelle globale, ce réchauffement est de 0,1 degré par décennie. On voit que la Méditerranée, enfin ici, c'est un exemple, ce point B, se réchauffe beaucoup plus vite que la Méditerranée, que le reste de l'échelle globale, à l'échelle globale. Et donc ça crée, ça c'est des coupures de presse qui datent de 2022 pour la plupart, je pense. 2022, vous allez voir tout à l'heure, une canicule absolument incroyable au nord-ouest de la Méditerranée. Ces vagues de chaleur marine, pour certains, la Méditerranée se tropicalise. Enfin, il y a eu une couverture médiatique extrêmement importante parce que, vous allez le voir tout à l'heure, ce réchauffement a des conséquences absolument majeures sur les écosystèmes et sur de nombreuses espèces. Donc voilà ce qui s'est passé en 2022. Donc la figure ici commence, je pense, fin 2023. Et ici, elle s'arrête en octobre 2022 sur la droite. Et tout ce qui est coloré ici en orange foncé ou en orange clair indique une canicule marine. Et vous voyez que c'est absolument spectaculaire. Ça ne s'était jamais produit depuis 1958 que des enregistrements de température sont faits ici. Il y a eu une canicule qui a duré 134 jours. Donc, si je me souviens bien, de mi-juin ou début juin jusqu'à début d'octobre. 134 jours de canicule marine avec une température qui a été jusqu'à 4,6 degrés supérieure au normal pour la saison. C'était absolument exceptionnel. Les projections pour le futur elles dépendent évidemment beaucoup des émissions de CO2 que l'on va faire dans les décennies à venir. Ici, c'est un scénario quand même assez pessimiste et qui montre que d'ici à 2100, avec de fortes émissions, on va être... vous voyez ici, le code couleur, c'est l'anomalie de température. Il y a des régions ici, on est dans le marron clair, et donc on prévoit d'ici 2100, voilà, au sud de la botte italienne, à l'ouest de la Sicile, mais aussi en Méditerranée orientale, des anomalies de température qui pourraient dépasser 3 degrés. Et donc, les modèles nous indiquent que d'ici la fin du siècle, il y aura au moins une canicule marine de longue durée par an, et que ces canicules marines seront jusqu'à 3 mois plus longues qu'aujourd'hui, 4 fois plus intenses et 42 fois plus sévères. Alors, le réchauffement, qu'est-ce que ça a de l'eau de mer, qu'est-ce que ça a comme conséquence?
tout d'abord un déplacement d'espèces. Il y a des espèces qui ne pouvaient pas survivre en Méditerranée, mais qui peuvent maintenant s'installer et survivre, des espèces à affinité tropicale ou subtropicale. Et c'est ce qui se passe en provenance de la mer Rouge, par le canal de Suez. Il y a maintenant environ 1000 espèces de mer Rouge, donc tropicales, qui se sont installées, qui sont rentrées en Méditerranée, d'abord en Méditerranée de l'Est. Et puis progressivement, certaines d'entre elles se retrouvent petit à petit, remontent le long des côtes de la Grèce, de la Sicile, de l'Italie et arrivent jusque sur nos côtes. On appelle ça des espèces invasives. Il y a un petit nombre d'espèces qui parviennent aussi à rentrer par l'Atlantique, par le détroit de Gibraltar. Alors, ici, il y a quelques exemples d'espèces qui sont invasives. Alors, toutes ne posent pas problème, hein, loin de là. Le poisson lapin, qui lui pose un problème parce que c'est un poisson extrêmement vorace, herbivore, qui entre en compétition avec les espèces typiquement méditerranéennes. Et puis voilà d'autres exemples d'espèces d'affinité tropicale ou subtropicale, le poisson flûte, le barracuda qui est de plus en plus abondant sur nos côtes, le poisson lion qui est aussi un poisson qui vient de mer Rouge et qui a certains rayons de la nageoire dorsale qui délivrent un venin qui est toxique. Moi j'ai été piqué par ce truc-là, ça fait très très mal, on n'en meurt pas, mais c'est excessivement douloureux. Et ce poisson n'a pas encore été observé, à ma connaissance, sur les côtes françaises, mais elle a été observée en Grèce. Le réchauffement, donc, je vous l'ai dit, première chose, les espèces invasives, il crée aussi des mortalités massives. À chaque fois qu'il y a une vague de chaleur marine, quelques mois après, on a des mortalités massives. Ici, on voit à gauche un corail, typique de la Méditerranée, Cladocora, qui est blanchi en fait. Il est blanc parce qu'il a perdu ses algues symbiotiques. C'est le squelette en fait qu'on voit. Il commence même à être recouvert par des algues qui viennent s'installer sur ce corail, donc est mort. À droite, ce sont des gorgones, ces magnifiques gorgones de la Méditerranée, gorgones rouges. Et vous voyez qu'il ne reste rouge que quelques zones. Tout ce qui est jaune, c'est le squelette qui est à nu, en fait, et les tissus vivants sont partis. Donc, des mortalités massives. Ce n'est pas les seules espèces qui en souffrent. Il y a aussi des échinodermes, des mollusques. Deuxième point, donc, on a parlé de l'augmentation de la température. Maintenant, parlons de l'acidification des océans. Donc, comme je vous l'ai dit, l'océan absorbe plus du quart des émissions humaines de CO2. Or, le CO2, c'est un gaz acide, c'est-à-dire qu'il forme un acide faible lorsqu'il se mélange à l'eau, un acide qu'on appelle l'acide carbonique. Et donc, ça augmente l'acidité de l'eau de mer. Chacun de nous, sur la planète, en moyenne, ajoute 4 kg de CO2 par jour dans l'océan. Et ça, nous, c'est beaucoup plus. C'est une moyenne. Un citoyen américain ajoutera peut-être 20 ou 22 kg de CO2 par jour dans la mer ou dans les océans. Pour nous, ça serait peut-être autour de 8 à 10. Et évidemment, pour un pays africain en voie de développement, ça sera quelques centaines de grammes. Mais on voit que l'espèce humaine a une grande importance sur l'acidité de l'eau de mer. Alors, on estime que cette acidité, entre l'année 1800, le début de la révolution industrielle, et aujourd'hui, elle a augmenté de 30%, un peu plus. Et on estime que, selon le scénario futur des émissions de CO2, l'acidité pourrait tripler d'ici 2100. Et là aussi, à l'entrée de la rade, à notre fameux point B, nous mesurons l'acidité de l'eau de mer. Et nous avons vu que, alors, bon, c'est un peu compliqué à expliquer, mais l'acidité, en fait,
l'unité d'acidité, c'est le pH. Et quand l'acidité augmente, le pH diminue. Donc, ce n'est pas très facile à expliquer, mais enfin, on a ici, en Méditerranée, une acidité qui augmente. On voit clairement que cette courbe de pH la diminue au fil du temps. Bien que notre enregistrement ne soit pas vieux, hein, nos mesures de l'acidité de l'eau de mer au point B n'a démarré qu'en 2007. Vous voyez, en finalement moins de 20 ans, on arrive à détecter ce bouleversement de la chimie de l'eau de mer. Alors, l'impact de l'acidification de l'eau de mer, c'est sur la biodiversité. Et ici, au laboratoire, nous étudions beaucoup un site extrêmement intéressant qui se situe sur le pourtour de l'île d'Ischia. Ischia, c'est une île qui est en face de Naples, à proximité de Capri. Et autour de cette île, il existe des sources de CO2 naturelles qui sont liées à l'activité volcanique du Vésuve. Et ce que vous voyez sur l'image en haut à gauche, ce sont des bulles de CO2 pur qui remontent du fond de la mer et qui donc, ce CO2 acidifie l'eau de mer. Alors, il y a une espèce qui bénéficie beaucoup à Ischia de cette... C'est en quelque sorte une sorte de fenêtre sur le futur. Une fenêtre imparfaite, mais une fenêtre sur le futur. Qu'est-ce qui pourra se passer dans le futur avec une eau acidifiée? Eh bien, on voit que la Posidonie, qui est donc à gauche, en bas à gauche de la diapo, la Posidonie bénéficie beaucoup de ça parce qu'elle utilise le CO2 pour faire sa photosynthèse. Et donc, les frondes de Posidonie sont en excellent état et bénéficient de cet excès de CO2. Mais il y a une disparition de certaines espèces calcaires. Et celles qui subsistent, ce sont les deux images qui sont en bas, à droite. Vous voyez un gastéropode qui a perdu, dont la coquille est un chapeau chinois, dont les coquilles sont érodées. Elles sont érodées parce que l'eau de mer devient corrosive vis-à-vis du carbonate de calcium, vis-à-vis de la coquille. Et donc, ils perdent une partie de leur coquille. Et le chapeau chinois, là en question, si on appuie avec le doigt sur la partie supérieure, il n'y a aucune résistance. Ce qu'on voit par transparence, c'est les tissus vivants, c'est l'animal qu'on voit au travers de la coquille qui est devenue extrêmement fine et qui est devenue donc transparente. Alors évidemment, je disais que c'était une fenêtre imparfaite sur le futur parce qu'elle ne prend en compte que l'acidification et pas le réchauffement. Et on a vu qu'il y avait à la fois une acidification de l'eau de mer, mais aussi un réchauffement. Et donc les deux mis ensemble est un cocktail, on le voit dans des travaux de laboratoire, qui est absolument mortel pour, par exemple, les moules, les huîtres. Quand on fait des expériences au niveau d'acidité à la température attendue pour 2100, avec des scénarios pessimistes, on a des mortalités des moules qui est de l'ordre de 90%. Dernier élément qui intervient, donc on a parlé du réchauffement, de l'acidification, maintenant l'élévation du niveau de la mer. À l'échelle globale, on estime que le niveau de la mer, y compris en Méditerranée, est monté d'environ 20 cm depuis le début du XXe siècle. Et en fonction des scénarios d'émissions futures de CO2, on estime que d'ici 2100, l'élévation du niveau de la mer pourrait être d'1 demi-mètre à 1 mètre. Mais il y a certains modèles qui prédisent beaucoup plus, jusqu'à 2 mètres d'élévation au niveau de la mer. À l'échelle régionale, on a une incertitude qui est de l'ordre de plus ou moins 10 cm. C'est ce qu'on peut s'attendre ici pour la Méditerranée. Alors, je n'ai pas trouvé d'évocation de Marseille, mais je vous montre ici une image, pour ceux qui connaissent Nice. Ici à gauche, vous voyez le Vieux-Nice, en fait, hein, avec la cathédrale Sainte-Réparate, ici le Cours Saleya, le marché. Et ça, c'est une image qui montre ce qui se passerait avec une augmentation de 1,5 degré de la température et donc l'élévation du niveau de la mer correspondante. Ici, c'est la coulée verte.
qui borde donc le Vieux-Nice. Donc ça, c'est avec 1,5 degré. Maintenant, si on prend ce truc-là et qu'on l'amène ici sur la droite, ici on voit ce qui se passe si on a un niveau de la mer qui s'élève en proportion d'un réchauffement global de 3 degrés. Eh bien, vous voyez que le cours Saleya, le marché, là, devient inondé. Une grande partie du Vieux-Nice est inondée, la coulée verte également. Et donc, on voit ici, de façon très spectaculaire, ce qui peut se passer avec des augmentations, des élévations du niveau de la mer dans notre région, là, sans parler de la Camargue, qui va être totalement exondée. Encore une fois, en fonction de ce que l'on fera dans le futur. Malheureusement, il y a autant si on coupe aujourd'hui, si on arrête aujourd'hui les émissions de CO2 très brusquement, autant on stoppe complètement l'augmentation de température et d'acidité. En revanche, il y a une très grande inertie pour le niveau de la mer, et donc aujourd'hui, si on coupait le CO2, le niveau de l'eau continuerait à augmenter pendant plusieurs centaines d'années. Voilà, donc les conséquences. Alors, je vous disais en début de présentation qu'on avait la chance autour de la Méditerranée d'avoir beaucoup de sites UNESCO et qui sont donc protégés, mais une grande partie d'entre eux vont être affectés par cette élévation du niveau de la mer. Certains d'entre eux pourraient être perdus. Évidemment, l'exemple le plus emblématique, c'est l'exemple de Venise, qui déjà aujourd'hui est inondé lors des aqua alta, lorsqu'il y a des marées exceptionnelles et des tempêtes de sud qui font monter l'eau. Évidemment, tout ça, ça sera renforcé, bien qu'aujourd'hui, on voit que le système de digue flottante qui a été mis en place à l'entrée de la lagune semble faire effet, mais il sera totalement submergé si l'élévation du niveau de la mer est de l'ordre du mètre ou de 2 mètres. Alors maintenant, on va sortir des pressions climatiques pour arriver à d'autres types de pressions. Ici, la pêche, ou plus exactement la surpêche. Dans toute la Méditerranée, il y a un peu plus de 300 000 emplois qui sont directs. Beaucoup de bateaux, c'est ce qu'on appelle la petite pêche artisanale. Il n'y a pas de grande flottille de pêche, sauf à 7, peut-être un petit peu en Italie et en Grèce, mais enfin, par rapport à l'Atlantique, c'est surtout de la petite pêche. Il y a une très forte tension entre l'offre et la demande. Les riverains de la Méditerranée consomment beaucoup plus de poissons ou de produits de la mer que ce qui est pêché, donc il y a une très grande importation. La France, l'Espagne et l'Italie importent beaucoup de poissons qui viennent de l'Atlantique et d'ailleurs. On estime qu'en 50 ans, il y a 41% des mammifères marins et poissons carnivores ont été perdus, éliminés, et 34% des autres poissons. Et c'est la mer Adriatique et l'ouest, le nord-ouest de la Méditerranée qui sont les plus touchés par cette surpêche. Alors les causes de la surpêche sont multiples en fait. Il y a la chaîne alimentaire. Si le phytoplancton qui est à la base de la chaîne alimentaire, ce sont ces petites plantes qui flottent dans l'eau, si leur production primaire, leur photosynthèse diminue, évidemment, ça se répercute sur les échelons supérieurs jusqu'aux poissons carnivores. La pollution et le changement climatique contribuent aussi à cette perte, à cette surpêche, à cette perte de poissons. À cette perte de poissons, je devrais dire, et c'est la surexploitation surtout. 93% des stocks de poissons en Méditerranée sont surexploités. C'est très spectaculaire. Et en fait, tout ça, c'est basé sur les déclarations. Et on estime qu'il y a beaucoup de poissons pêchés qui ne sont pas déclarés et que donc la surpêche est
est probablement très supérieur à ce que montrent les chiffres, disons, officiels de débarquement des poissons. Et donc, sans action, il est estimé que 20% des poissons exploités et des invertébrés disparaîtront totalement d'ici le milieu du siècle. Alors, la bonne nouvelle, c'est que il y a des signes très encourageants. La Commission européenne, qui est très décriée par le milieu de la pêche, surtout en Atlantique et en Manche, en instaurant des quotas de pêche. Ces quotas de pêche ont été couronnés de succès en Atlantique, il faut le dire. Il y a encore de la surexploitation de certains stocks de poissons, mais la situation s'est quand même améliorée. En Méditerranée, c'est moins le cas. On voit moins l'impact des prises des décisions prises à l'échelle européenne, peut-être en partie parce qu'il y a beaucoup de pêche qui est en fait illégale et qui n'est pas déclarée, aussi par le fait que la Commission européenne en fait ne peut agir que sur la pêche produite dans les pays de l'Union européenne et pas évidemment sur les pays du Proche-Orient ou de l'Afrique du Nord. Mais on voit des signaux très très encourageants pour le thon rouge, par exemple. Le thon rouge qui a une quinzaine d'années était quasiment en voie d'extinction. Le thon rouge redevient, son stock c'est bien remis et est en cours de rétablissement. Donc voilà pour la pêche et la surpêche. Notre problème évidemment ce sont les eaux usées. Alors sur cette carte on voit en jaune ce sont les villes qui sont pourvues d'usines de traitement des eaux usées. Et on voit que la quasi-totalité de la côte des pays de l'Union européenne sont équipés de stations d'épuration. En rouge, c'est les villes qui sont sans station d'épuration. Et en orange, les stations d'épuration qui sont planifiées. Et donc, je vais prendre deux exemples, en fait, ici. Le point rouge, qui est à côté de Nice, là, dont je vais vous parler dans quelques minutes. Et puis, j'ai été regarder ce qui se passait à Marseille. Moi, quand j'ai fait mes études à Marseille au début des années 80, les eaux usées de toute l'agglomération marseillaise n'étaient pas traitées. Elles étaient déversées telles que à Cortiou, dans le massif des Calanques. Ici, donc ce grand émissaire là qui arrive dans la Calanque de Cortiou. Et alors c'est marrant parce que il y a le parc national des Calanques qui a un site très très bien fait. Je vous encourage à aller voir sur l'historique de cet émissaire de Cortiou. Et il est expliqué qu'en fait en 1900 il y a commencé à voir les excursions dans les Calanques sont devenues populaires. Et il y a un écrivain en 1897 qui disait « Le parfum des plantes aromatiques que nous avons respiré en route a disparu une fois arrivé dans la Calanque de Cortiou pour faire place à une odeur un peu forte d'un genre spécial où le soufre domine. Les ingénieurs ont gâté, c'est-à-dire ont endommagé ce coin pittoresque de la côte, mais on ne saurait leur en faire un reproche puisque la santé et l'avenir de notre grande cité dépendaient de ces travaux. » Donc en fait, la ville de Marseille s'est débarrassée de ces eaux usées il y a déjà très longtemps par cet émissaire de Cortiou. Donc il y a beaucoup d'autres épisodes, il y a je crois 6 épisodes, c'est une web série sur ce site du parc national des Calanques qui est très très bien fait. Un autre problème dans notre région, ce sont les rejets de boue rouge en Méditerranée. 30 millions de tonnes de boue rouge toxique qui résultent donc de la fabrication d'aluminium à Gardanne ont été 30 millions de tonnes donc déversées par un émissaire entre 1966 et 2016. Ces boues rouges sont excessivement toxiques, ils contiennent du mercure, des métaux lourds, enfin... Et de constater que ces boues rouges sont déversées dans un parc national naturel, le parc national des Calanques, c'est quand même quelque chose d'assez stupéfiant. Et donc, il y a quelques années, maintenant, les boues rouges, je crois, ne peuvent plus être déversées,
Mais en fait, cette coupure de journal du journal Le Monde qui date de janvier dernier, donc il y a très peu de temps, montre que l'usine Alteo, qui donc a cette usine de Gardanne, est accusée, en fait, est poursuivie parce qu'elle est accusée d'avoir déversé en Méditerranée à nouveau des boues rouges, ce qui ne devrait pas se produire. Et donc, c'est une saga absolument affligeante, on peut le dire, d'inconséquence, que c'était stupéfiant qu'on n'arrive pas à arrêter cette pollution absolument majeure de la côte du parc national des Calanques. Alors, un autre exemple que je voulais mentionner, c'est le point rouge qui est ici. Alors, figurez-vous que c'est précisément Villefranche-sur-Mer, où, lorsque cette carte a été faite, je crois que la carte doit dater de 2010, la ville de Villefranche n'avait pas, non seulement la ville de Villefranche, hein, qui est, bon, Villefranche-sur-Mer, Cap-Ferrat, Èze, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, Beaulieu-sur-Mer, sont parmi les villes les plus riches de France. Et donc, ces villes-là déversaient au Cap-Ferrat, au bout du Cap-Ferrat, ici, par un émissaire, leurs eaux usées non traitées. Et ce n'est qu'en 2012 que les eaux usées de ces 5 villes ont été canalisées et maintenant sont traitées par la station d'épuration de Nice, Aliotis, qui est à côté de l'aéroport. Et le fait que, de façon plus générale, que toutes ces villes côtières, où la très très grande majorité sont équipées de stations d'épuration, là aussi c'est en raison d'une réglementation de la Commission européenne qui a obligé les zones côtières à traiter leurs eaux usées. Donc on voit aussi là l'importance qu'a eu pour la protection de notre environnement ces directives européennes. Beaucoup de ces stations d'épuration n'auraient pas été construites si les villes n'avaient pas été obligées de le faire. Les autres sources de pollution, les ordures ménagères, c'est quelque chose aussi qui est absolument déprimant de voir cette image. C'est une décharge au Liban, des ordures ménagères qui s'accumulent sur des hauteurs absolument incroyables. Il n'y a pas de gestion des déchets. Ça indique aussi, si je reviens sur la carte précédente, hein, l'Afrique du Nord aussi, très très peu de stations d'épuration. Ça montre en fait qu'il y a aussi un problème de développement et je pense que c'est de la responsabilité des pays de l'Union européenne d'aider les pays de la rive sud. Si on veut avoir une Méditerranée en bonne santé, il faut aussi favoriser le développement et aider ces pays à traiter leurs déchets et à faire ce qu'il faut pour aussi réduire les pollutions en mer. L'autre source de pollution, c'est le plastique, qui devient un très très sérieux problème avec cette très importante population. On estime qu'il y a près de 200 à 700 kilos de déchets urbains qui sont produits. Et donc, plus de 40% de ces déchets sous forme de plastique sont introduits en Méditerranée. On appelle donc la Méditerranée le piège à plastique, puisque ça se déverse, mais il n'y a pas beaucoup de façons de faire sortir ces déchets plastiques par le canal de Gibraltar. C'est très problématique parce qu'il n'y a pas beaucoup d'échanges. Et la plupart de ces plastiques restent soit en flotte dans la colonne d'eau, soit sont exportés sur le fond de la mer et on trouve des bouteilles plastiques et d'autres déchets dans des canyons à 2 ou 3 000 mètres de profondeur en Méditerranée. Très très peu est recyclé et donc c'est un véritable problème. D'ailleurs, il y a un traité de gestion de pollution plastique qui est en discussion à l'échelle internationale sous l'égide des Nations Unies.
Il y a aussi des agressions locales, et ça c'est une photo que j'ai montrée à la fin de mes conférences pendant longtemps. Ici c'est la rade de Villefranche-sur-Mer, en bas là c'est le toit de notre laboratoire. Il y a un magnifique herbier de Posidonie devant la station, enfin c'était un magnifique herbier de Posidonie. Et ce qu'on appelle les mouillages forains, ce sont ces bateaux là qui sont mouillés dans une zone qui est interdite au mouillage quand même. Par arrêté préfectoral, ça n'empêchait personne de mouiller. L'arrêté préfectoral n'était pas respecté, n'était pas mis en œuvre. Ce qui a conduit à une dégradation considérable de l'herbier de Posidonie. Il faut rappeler que les Posidonies, c'est une plante protégée par un décret depuis 1988 et qui amène beaucoup de services écologiques qui ont été chiffrés par des collègues italien, et voilà ce que l'état de l'herbier de Posidonie qui avait sous les mouillages forains, puisque les gens n'hésitaient pas à balancer des moteurs, des blocs de béton ou laisser leurs épaves pour pouvoir ancrer leurs bateaux. Et tout ça, ça a été nettoyé par des gens du laboratoire, mais aussi par la municipalité et d'autres. Mais l'herbier, à beaucoup d'endroits, est quasiment détruit. C'est absolument un crève-cœur de voir ça. La bonne nouvelle, c'est que depuis 2022, tout ça s'est arrêté. Maintenant, cet arrêté d'interdiction des mouillages forains est mis en œuvre. Et il y a ce qu'on appelle une zone de mouillage et d'équipement léger qui a été mise en place avec, vous voyez ces bouées blanches là. Elles sont ancrées au fond de l'eau avec une encre à vis. C'est une encre qui n'abîme pas le fond. C'est comme un tire-bouchon, en fait, au lieu contraire d'un tire-bouchon, qu'on enfonce dans le sédiment. Et donc, il y a une corde qui amène à ces bouées. Et les bateaux peuvent, comme c'est le cas ici, s'accrocher à ces bouées sans endommager le fond. Donc ça, c'est une très, très bonne surprise. Après 10 ou 15 ans d'efforts et de lobbying, de voir une vraie satisfaction de voir que tout ça a été mis en œuvre. Cela dit, un herbier de Posidonie, ça pousse de quelques centimètres par décennie, et il va falloir des centaines d'années avant que l'herbier qui a été extrêmement endommagé revienne à un état, disons, potable. Alors, quelles sont les solutions? Les solutions globales, tout d'abord, pour la question du système climatique, réduire les émissions de CO2. Tout le monde a fondé beaucoup d'espoir avec l'accord de Paris en 2015. C'est une grande satisfaction puisqu'il avait fallu, c'était la COP 21, donc ça faisait 21 ans qu'il y avait des discussions pour trouver un accord global. Tout le monde s'est satisfait évidemment de cet accord qui vise à limiter en dessous de 2 degrés par rapport aux périodes préindustrielles la température globale de la planète et de s'approcher le plus possible de 1,5 degré. Donc, en fait, comme vous le savez tous, c'est un énorme pas en avant, mais il s'avère extrêmement difficile de mettre en œuvre cet accord de Paris. Les engagements des États ne sont pas assez rapides pour atteindre ces objectifs aujourd'hui. Alors, on sait ce qu'il faut faire. Bon, c'est un graphique qui est un peu compliqué, mais ce qu'on voit en rouge, ce sont les émissions de CO2, de gaz à effet de serre. En fonction du temps, on part de 2022 à gauche et on va de 2100 à droite. Et vous voyez, c'est ce qu'il faudrait faire pour respecter l'accord de Paris. C'est donc cette diminution considérable de la ligne rouge qui doit diminuer très très rapidement d'ici 2100. Et on a par chance des puits de CO2, je vous en ai parlé, le puits marin et le puits terrestre, donc c'est le vert ici, le vert qui est foncé, qui est là. Et donc on estime qu'il faudrait augmenter ces puits terrestres et marins de manière à arriver à 0 émission nette de CO2 d'ici 2060, 2070, et arriver à des émissions nettes négatives d'ici 2100. Parce qu'il il va falloir éliminer du carbone de l'atmosphère par des
techniques de géo-ingénierie, tout simplement parce qu'il y a des émissions de CO2 qu'on ne peut pas arrêter. On peut faire une transition des combustibles fossiles pour le déplacement, pour le chauffage, etc. C'est un effort immense, mais qui est théoriquement possible. On peut se passer des combustibles fossiles pour ça, en utilisant des énergies renouvelables et ou les énergies nucléaires. Mais il y a des activités humaines qui ne peuvent pas faire cette transition. Par exemple, l'agriculture, le fait de planter des plantes, de cultiver du riz, émet des gaz à effet de serre, élever des bœufs émet des gaz à effet de serre. Et donc ça évidemment, ça ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain. Et c'est pour ça que la courbe rouge ne descend pas à zéro. L'industrie lourde aussi ne peut pas être décarbonée. Et donc c'est pour ça qu'il faut trouver ici les puits vert clair. Il va falloir éliminer une partie du CO2 émis par ces activités qui ne peuvent pas être décarbonées. Donc l'océan et la Méditerranée, en fait, sont aussi, je vous l'ai dit, sont des acteurs et une victime du changement climatique, mais c'est aussi une source de solutions. Alors, quelles sont les solutions fondées sur l'océan? Je ne vais pas toutes les passer en revue, mais il y a 4 grandes catégories de solutions fondées sur l'océan. Je précise que je ne suis pas un promoteur, de toutes ces solutions potentielles, et vous allez comprendre pourquoi. Donc il y a évidemment la première et la plus évidente, c'est de lutter contre les causes du changement climatique. Ça c'est extrêmement important, c'est limiter nos émissions et récupérer du CO2. Protéger les organismes et les écosystèmes pour leur permettre d'être plus résilients par rapport au changement. Manipuler aussi les capacités d'adaptation biologique et écologique des écosystèmes et des organismes marins. Et enfin, gérer les radiations solaires. Et ça, ce sont des approches que moi, je ne promeux pas, mais certaines études scientifiques suggèrent qu'on pourrait augmenter le pouvoir réfléchissant des nuages en balançant dans l'atmosphère de l'eau de mer vaporisée, qui augmenterait les nuages et donc diminuerait la quantité de radiation solaire qui atteindrait la surface de la mer. Ou bien en augmentant l'albédo. L'albédo, c'est le pouvoir réfléchissant de l'eau de mer en distribuant une sorte de mousse à la surface de l'océan pour, là encore, réduire les radiations solaires qui pénètrent dans l'océan. Des techniques d'apprentis sorciers, bien sûr, que nous sommes nombreux à ne pas vouloir voir mises en œuvre, mais l'imagination humaine n'a pas beaucoup de limites, et compte tenu du fait que la réduction des émissions de CO2 s'avère extrêmement difficile, l'ingéniosité humaine va chercher des solutions qui sont absolument dommageables pour le reste de la planète. Par exemple, diminuer les radiations solaires, c'est bien beau peut-être pour réduire l'augmentation de température, mais ça n'a aucun impact sur l'acidification de l'océan, parce que l'objectif de ces méthodes serait de continuer à émettre du CO2 tout en contrôlant le réchauffement. Mais tout ce CO2 qui serait émis, le quart se retrouver dans l'océan et continuerait donc à augmenter l'acidité. Une autre façon de protéger la mer, c'est évidemment les aires marines protégées. Alors il y a 1231, je vous l'ai dit tout à l'heure, aires marines protégées, qui couvrent un peu plus de 7% de la superficie de la Méditerranée, mais beaucoup d'entre elles ne sont en fait pas protégées. Il y en a moins de 1% qui sont très largement moins de 1% qui sont véritablement protégés, c'est-à-dire dans lesquels il est interdit de pêcher, par exemple, et qui sont aussi surveillés. C'est bien beau de faire une aire marine protégée, mais si elle n'est pas surveillée, s'il n'y a pas des gens pour mettre en œuvre la réglementation et donner des amendes à ceux qui la respectent pas, ça n'a pas beaucoup d'espoir. Donc il faut non seulement créer des aires marines protégées, mais les surveiller et mettre une réglementation stricte en œuvre.
Par exemple, ce n'est pas le cas qu'en Méditerranée, hein, en Manche et en mer et en Atlantique, c'est aussi le cas. Et on est stupéfait dans ma communauté scientifique de voir que le ministre de la Mer estime qu'il est enfin, il y a des voix qui se font entendre pour empêcher le chalutage profond dans ces aires marines protégées, mais le ministère de la Mer ou le secrétaire d'État à la mer ne pense pas que ce soit une priorité, ce qui fait qu'il y a des zones qui sont régulièrement chalutées avec un chalut de fond qui est extrêmement destructeur. C'est quelque chose qui racle le fond et qui élimine toute vie benthique en même temps qu'il ramasse du poisson. Là aussi, c'est un vrai crève-cœur de voir ça. Je voulais finalement terminer, avant de terminer, de conclure, vous parler du groupe d'experts sur le climat en région sud, le GREC PACA ou le GREC Sud, qui fait l'interface entre la recherche, les décideurs, les collectivités, les associations et les citoyens. C'est un organisme d'experts scientifiques sur le climat et sur la mer Méditerranée aussi, qui produit des rapports. C'est un réseau de 300 chercheurs qui a de très nombreuses activités, des journées thématiques, qui font des colloques nationaux et qui produisent aussi des cahiers. Ici, je montre un de ces cahiers. Il y en a peut-être 7 ou 8. Là, c'est le cahier paru en 2017, je crois, sur la mer et le littoral de la région PACA face au changement climatique. Si vous allez sur le site web du GREC PACA, vous allez voir que vous pouvez récupérer en PDF la totalité de ces documents qui sont extrêmement bien, c'est assez vulgarisé et c'est très, très bien documenté, et encore une fois par des experts de la région. Je vous encourage, si vous voulez creuser un petit peu ce domaine, d'aller consulter et récupérer ces cahiers thématiques. Voilà, pour conclure, je voudrais finir pour dire que certes, la Méditerranée est soumise à de multiples pressions, mais en fait, son avenir dépend en fait de la région méditerranéenne, dépend du bon état de la mer Méditerranée. Et donc, on peut, je vous ai dit, il y a des solutions et on peut faire des choses pour améliorer la situation, stopper cette dégradation. Il est même parfois possible de restaurer certains écosystèmes qui ont été endommagés. J'espère qu'on pourra restaurer la baie de Posidonie qui est en face de notre station ici à Villefranche-sur-Mer. Donc ces impacts sont indéniables. Il faut absolument atténuer nos émissions de CO2 et nous adapter à ces nouvelles conditions. Il y a des solutions qui existent, des résultats très positifs ont déjà été obtenus. Et donc je veux insister sur le fait que c'est l'affaire de tous. Bien souvent, notamment quand on parle du climat, on dit « Ah ben, le gouvernement, il ne fait pas ce qu'il faut ». Mais en fait, le gouvernement, il n'a pas tous les leviers en main. Beaucoup de choses peuvent être faites au niveau des citoyens, des collectivités, des métropoles, des régions. Il y a des choses extrêmement bien qui sont faites en région PACA concernant la mobilité. On pourrait faire plus. La métropole de Nice aussi essaie de favoriser beaucoup de pistes cyclables qui ont été faites, etc. Donc, beaucoup d'actions favorables au climat et favorables à la réduction de la pollution sont dans les mains de tous ces échelons, en fait, des citoyens jusqu'à l'État. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'étais un peu plus long que prévu. Merci beaucoup. On a une question, M. Gattuso, qui concerne les chaluts. Qu'est-ce que c'est qu'on entend? J'espère que vous n'avez pas entendu ça pendant le temps. Est-ce que vous pouvez couper la présentation peut-être?
Wealth brought pleasure and excess to this Las Vegas of the Roman Je ne sais pas world. ce que c'est ce bruit qu'on entend là. There were Ça vient de parties, there was mon... drinking. It was J'ai l'impression que ça vient de votre ordinateur, oui. Il doit y avoir. Ouais. Peut-être vous pouvez couper le partage. Voilà. Vous nous entendez toujours? Donc, en fait, on a une question de Madame Michel qui concerne les chaluts de fond en Méditerranée. Est-ce que ce phénomène est aussi observé en Méditerranée? Je ne suis pas spécialiste de la pêche, mais à ma connaissance, non. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de chalutage en Méditerranée. En tout cas, de chalutage de fond. Je crois que c'est plutôt quelque chose qui se fait dans l'Atlantique Nord. En Méditerranée, on chalute dans la colonne d'eau. Merci. Merci. N'hésitez pas à poser vos questions ou lever la main via le menu pour qu'on vous laisse la parole. Je vois qu'il y a une main levée. Là, Alors, oui, Monsieur Guigny, je vous laisse la parole. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, vous avez fait voir la baie de Villefranche. Je connais bien l'endroit, hein, je suis niçois. Et, alors, je suis surpris, les photos sont belles. Hein, on voit des petits voiliers, de gens qui sont un peu des marginaux, tout ça. Mais moi, je vais me baigner à la Darse régulièrement. Et si c'était que ça, quoi. Il y a des bateaux de croisière qui rentrent. Je veux dire, il y a des yachts. Bon, voilà, c'est ce que c'est. Mais enfin, sur les 2-3 images qu'on voit, les 2-3 diapos où il y a 4 pointus là, et 2 petits voiliers, enfin, si c'était que ça, quoi. Mais bon, c'est un bel endroit, hein, mais c'est plus grave que ça, quoi. L'été, c'est... Alors, vous avez raison sur le fait qu'il y a d'autres bateaux, enfin, il y a des très grosses unités qui viennent dans la rade de Villefranche, mais ça n'endommage pas le fond, en tout cas pas les bateaux de croisière, parce que les bateaux de croisière, ils se mettent soit sur les énormes bouées, il y en a 2 qui sont dans la rade, ou bien ils se mouillent, mais ils se mouillent au milieu de la rade, là où il y a une profondeur de 40 à 50 mètres, et il y a, en fait, c'est de la boue, parce que c'est un canyon, en fait, hein, et donc il y a un sédiment très très fin, ça n'endommage pas vraiment, pas autant que les petites unités, les petits bateaux, les petits voiliers qui sont dans des petits fonds, où là, il y a une biodiversité qui est absolument considérable. Là où je vous rejoins, peut-être qu'une prochaine conférence, il faudra que je fasse des photos de navires de croisière. Ils polluent beaucoup l'atmosphère, parce que, comme ils sont au moteur, évidemment, pour faire leur climatisation et faire de l'électricité, etc. Et donc, ils polluent beaucoup l'atmosphère. Alors, par chance, bientôt, ça ne sera plus le cas dans les grands ports que sont Nice, Toulon et Marseille, puisque, alors je ne sais pas qui exactement, la ville, la métropole, les municipalités, la région, enfin, je crois que peut-être un petit peu tout ça ensemble électrifie en fait les ports. Et je crois que prochainement, les grosses unités devront se mettre dans les ports se brancher en fait sur le réseau électrique. C'est une excellente chose. Je travaille pas mal en Norvège, et en Norvège, la quasi-totalité des ports sont équipés de bornes où viennent se brancher les bateaux de pêche ou de commerce. Mais évidemment, dans la rade, c'est pas possible, puisqu'ils sont au mouillage là, hein, ils sont pas au port. J'ai entendu le président Estrosi dire beaucoup de mal de ce tourisme de croisière, en disant que c'est un tourisme à l'ancienne. C'est vrai, je pense qu'il serait bon. Et en plus, ça ne bénéficie pas beaucoup à la ville de Villefranche, parce que ces bateaux-là, ils débarquent leurs passagers. Ouais. Et la plupart d'entre eux montent dans des bus qui vont à Grasse, à Monaco ou ailleurs, ou en Italie. La
la ville de Villefranche ne bénéficie très peu en fait de retombées économiques et par contre est soumise à une forte pollution atmosphérique. Merci. Merci. On a une question de Madame Cordoliani. Je vous laisse la parole. Vous entendez pas? Vous avez votre micro coupé. Veuillez m'excuser. Je demandais si Villefranche ne prévoyait pas de s'équiper de bouées, puisque les plaisanciers, je suis plaisancier, hein, on est quand même très respectueux de l'environnement. On gère nos déchets, et voilà. Alors bon, on a en face de nous quand même des gens qui n'installent pas de bouées. Donc, moi, je ne mouille pas n'importe où, hein, je cherche des bancs de sable, mais c'est l'éternelle guerre avec les municipalités. Oui, comme je l'ai dit, la municipalité a installé il y en a deux en fait, ces zones de mouillage léger. Il y a, je crois, il va y avoir une cinquantaine de places, en fait, cinquantaine de bouées qui sont disponibles. Je sais que la ville de Cannes aussi l'a fait, c'est de plus en plus, de plus en plus fréquent, et c'est en effet c'est la solution pour faire en sorte que la plaisance puisse se mouiller sans endommager les fonds. Donc je vois aussi quelqu'un, Monsieur Vincent Voisin, qui a mis un lien très intéressant sur un article, les courriels du chalutage de fond, donc qui semble peut-être me donner tort sur la pratique du chalutage de fond. Il faudra lire cet article dans le détail, mais je ne pense pas que ce soit très développé, mais il y a du chalutage de fond en effet en Méditerranée. Merci Monsieur Voisin. Oui, quelqu'un qui dit 3 prises électriques seulement à Marseille, ben oui, mais il faut bien commencer. On est tous très impatients que l'action soit rapide et d'ampleur, mais malheureusement, les décisions politiques, l'argent peut-être aussi, hein, ça doit être super coûteux de faire ça. Ce sont des freins à l'action, à une action efficace et rapide. J'ai une question. D'autres questions, peut-être, n'hésitez pas à lever la main. Oui, Vincent, Oui, merci, bonjour. Merci beaucoup pour cette conférence qui était très instructive. Je me rends compte, c'est toujours des constats un peu désarmants et alarmants en même temps. Et je trouve en fait que dans les actions qu'on peut mener en petit, finalement, il y a beaucoup d'actions quand même qui peuvent être menées par l'État via, par exemple, Nice, il y a l'aéroport de Nice, les croisières avec les grands bateaux qui apparaissent. Et je me demande s'il n'y a pas qu'un levier à avoir sur le prix des choses, comme un prix de billet d'avion qui est pas très cher par rapport au coût environnemental, ou le prix de ces bateaux de croisière qui sont bradés pour faire voyager des gens tourner en rond dans l'eau pour voir des jolis paysages, quoi. Et en fait, le coût environnemental derrière n'est pas pris en compte à travers une taxe pour réajuster en fait juste ce commerce qui est pas très équitable finalement, et qui est abordable à tellement de monde que finalement on est submergé par des touristes et qui bien volontiers s'amusent, c'est pas un problème, mais qui finalement polluent en même temps au passage à travers leur voyage et parce que c'est finalement, à mon sens, trop accessible. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que vous avez raison et que, en fait, la taxe carbone, c'est comme un gros mot. Vous auriez pu aussi mentionner le fait qu'on a de l'agneau de Nouvelle-Zélande qui arrive ici et qui est 2 ou 3 fois moins cher que l'agneau de Sisteron. Ça veut dire que le prix
du transport est beaucoup trop cher. Ça coûte presque rien de faire voyager de l'agneau de Nouvelle-Zélande jusqu'en Europe dans des conteneurs, enfin de la viande congelée, en fait, dans des congélateurs. C'est absolument anormal. Et c'est vrai que ce coût environnemental n'est pas pris en compte. Et je crois qu'il y a un premier effort qui est essayé d'être fait en Europe, d'avoir une taxe carbone aux frontières de l'Europe. Et je pense que c'est une excellente chose. Ça permet aussi de garder de l'activité industrielle, commerciale, agricole en Europe, en rendant un peu plus cher ceux qui viennent de l'extérieur. Je pense que c'est une très bonne chose, mais bon, je ne suis pas du tout économiste et je crois que c'est des choses qui sont extrêmement controversées. Il faudrait que tous les pays européens aillent dans le même sens. Par exemple, pour cette histoire de taxes, vous auriez pu aussi mentionner que le kérosène pour les avions est détaxé. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal, mais si la France fait quelque chose là-dessus, il faut que tous les pays, au moins de l'Europe, fassent la même chose. Enfin, je trouve que ce coût environnemental n'est pas pris en compte. Et puis, c'est totalement anormal. Nous, dans notre laboratoire, on a décidé de ne plus voyager à Paris ou en France en avion. Mais on se rend compte que c'est une décision qui induit des coûts gigantesques. Un billet de train, ça peut être 3 fois ou 4 fois le prix du billet d'avion. Puis quand on veut aller des réunions à Paris, ben, ça nous oblige à passer une nuit, la veille quelquefois, le lendemain aussi, quelquefois aussi. Et donc le fait que le train soit beaucoup plus cher, c'est super dissuasif. Même si on veut faire l'effort, on est tout à fait convaincu qu'on a un effort à faire, etc. On a pris cette décision, mais ça nous coûte beaucoup plus d'argent qu'avant. Et donc, ce coût environnemental de l'avion ou de la voiture n'est pas pris en compte correctement. Vous avez parfaitement raison. Monsieur Meigneux, peut-être, et après on a des questions dans le chat. Merci beaucoup pour votre conférence. Je souhaitais revenir avec vous sur l'enjeu de l'acidification que vous avez évoqué et que je n'avais pas réellement conscientisé ni en tête. Donc, si je comprends bien les projections, dans tous les scénarios possibles, que ça soit pour renforcer la castration du carbone par l'océan ou l'augmentation du CO2, on aura une acidification qui va aller croissante. Et pas vraiment. Dans ces cas-là, juste ma question, mais je vous laisserai répondre largement, c'est de savoir s'il y a des seuils critiques qui sont définis par les scientifiques, s'il y a des programmes de recherche un peu spécifiques pour affiner notre réflexion, et voilà, quels sont les enjeux. Merci. Oui, alors pas tout à fait, parce que si on arrêtait, un exercice d'esprit, les émissions de CO2 aujourd'hui, l'acidification serait stoppée complètement. C'est-à-dire qu'on ne reviendrait pas au niveau d'acidité des années 1800, c'est-à-dire avant la révolution industrielle, mais on stopperait complètement l'augmentation de l'acidité. Il faudrait beaucoup de temps après pour retourner en arrière. Le seuil, on estime que à partir d'une augmentation d'acidité de 60%, on commence à avoir des effets qui sont quand même délétères sur les communautés marines. On voit ça à Ischia, sur le site d'Ischia, où là encore, il y a des gagnants et des perdants. La Posidonie est un gagnant et il y a beaucoup de perdants, les mollusques par exemple. Mais on estime qu'à partir d'une diminution de pH de 0,2 unités, ça commence à faire du mal à beaucoup d'organismes, surtout les organismes qui ont une coquille ou un squelette calcaire. On a une question concernant les statistiques de l'évolution du climat. Où est-ce qu'il est possible sur quel site peut-on trouver ces données? Est-ce que vous avez une idée? Oui, je pense, c'est à vérifier, je pense que le site du Haut Conseil pour le climat, qui donc conseille le gouvernement qui est dirigé par une collègue océanographe, Corinne Lequerré,
qui travaille en Grande-Bretagne, ce Haut Conseil utilise des projections. Mais les projections, j'insiste beaucoup sur le fait que les projections futures du climat dépendent beaucoup évidemment des émissions. C'est pour ça que le GIEC travaille avec plusieurs scénarios. Un scénario, disons, où il y a une action climatique, disons, très modeste, et surtout, il y a un scénario où il y a une action climatique extrêmement importante, compatible avec l'accord de Paris. Et c'est souvent ces deux scénarios qui sont contrastés. Et donc, voilà, l'évolution future du climat, ça va dépendre de ce que va faire l'homme vis-à-vis de ces émissions de gaz à effet de serre. Donc, regardez le site du Haut Conseil pour le climat. Merci. On a une question également sur l'émergence des solutions innovantes pour récupérer le plastique en mer. Vous disiez que la Méditerranée restait un piège de plastique. Est-ce à dire que ces solutions ne sont pas suffisantes? Alors, Et oui. C'est vrai qu'il y a des startups et des tentatives en fait de récupérer le plastique, mais c'est une tâche. On peut récupérer les macroplastiques, mais ça demanderait une flottille de bateaux absolument incroyable, avec une empreinte carbone qui serait pas négligeable. Et on ne peut pas éliminer les micro et nanoplastiques, qui sont ceux qui posent problème vis-à-vis de la santé humaine. En mangeant des moules, par exemple, on mange des nanoplastiques, qui sont parfois recouverts de produits chimiques qui visent à augmenter leur durabilité, leur durée de vie. Donc voilà, l'élimination du plastique, je sais qu'il y a beaucoup de personnes ou de startups qui essaient de trouver des solutions. Moi, je suis assez sceptique. Je pense que le problème, il doit être réglé à terre par une véritable gestion des plastiques, l'interdiction des plastiques, qui n'est pas vraiment pas toujours mise en œuvre, bien que ce soit interdit par exemple, sur les marchés à Nice, j'y vais chaque semaine et je me rends compte qu'encore aujourd'hui, alors que les sachets plastiques, je crois, sont interdits depuis plusieurs années, il y a toujours des commerçants qui donnent leurs produits dans du plastique. Je pense que c'est la gestion à terre qui est extrêmement importante, et pas seulement le recyclage, parce qu'on ne peut pas tout recycler. Donc, c'est la diminution de la consommation de plastique qui devrait être privilégiée, je pense. Mais encore une fois, je suis en dehors de mon domaine de compétences, je suis océanographe. merci. Madame Loy, je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour cette présentation, qui était très intéressante. Je voulais savoir quel était votre avis sur les projets d'installation d'éoliennes offshore, donc tout ce qui est éolien en mer. Parce qu'on voit un grand nombre de projets se développer, notamment au nom de la transition énergétique, et des projets qui pourraient demander également des fonds européens, par exemple. Je voulais savoir quelles étaient les conséquences sur les fonds marins, sur la biodiversité, et quelle était votre position sur ce type de projet. Alors, mon avis qui est personnel, hein, mais avant de parler de mon avis personnel, je voudrais parler de mon avis en tant que scientifique. En 2018, nous avons évalué beaucoup de solutions fondées sur l'océan, dont l'énergie renouvelable. Les énergies renouvelables, c'est-à-dire les éoliennes en mer, et aussi les usines marémotrices, comme celle qui est sur l'estuaire de la Rance, à côté du Mont-Saint-Michel, ou les énergies les méthodes qui visent à utiliser l'énergie des houles et des vagues, qui ne sont pas très bien développées encore, mais qui ont un grand potentiel. Et donc, on a estimé dans ce travail qui a été publié dans la littérature scientifique que les bénéfices étaient très largement supérieurs aux inconvénients. On voit même, pour les éoliennes qui sont côtières, un avantage à avoir une structure sous-marine qui peut permettre l'installation de nouvelles communautés animales et de plantes. Par exemple, au Danemark, où il y a des parcs très, très développés d'éoliennes en mer,
Les pêcheurs, évidemment, ne vont pas, c'est interdit d'aller pêcher à l'intérieur de ces parcs d'éoliennes, mais ils se mettent à l'extérieur et on voit que ce parc d'éoliennes, en fait, s'est révélé bénéfique pour la pêche. Il y a d'autres types d'éoliennes qui sont des éoliennes flottantes. Je crois qu'il y en a 3 qui ont été installées au large de la Camargue. C'est un test par CEDF, je crois, qui fait ça. Et là, c'est des éoliennes flottantes. Donc, il y a extrêmement peu d'impact sur l'environnement. Alors après, moi, mon avis personnel, c'est que, certes, je comprends certaines réticences vis-à-vis de l'aspect visuel des éoliennes côtières, mais il faut savoir ce qu'on veut. On a des besoins croissants en énergie. Si on met un frein sur le développement des énergies renouvelables et si on met un frein, par exemple, sur l'énergie nucléaire, où est-ce qu'on va récupérer notre énergie? Il faut être cohérent et on ne voit pas la diminution des besoins en énergie se dérouler. Donc, il faut trouver des sources d'énergie. Moi, je suis très favorable aux énergies renouvelables. Et sur l'énergie nucléaire, j'ai beaucoup évolué. J'étais très opposé quand j'étais plus jeune. J'ai même manifesté contre l'installation d'une usine, d'une centrale à Plogoff en Bretagne. Mais je me dis qu'il faut bien qu'aujourd'hui, ça peut être une énergie de transition en attendant qu'on développe suffisamment les énergies renouvelables et qu'on mette en place la sobriété dont on a beaucoup besoin. Même si on ne voit pas beaucoup, les progrès ne sont pas spectaculaires dans ce domaine. Merci. On a une remarque de nouveau concernant les bateaux de croisière. D'autres questions? Moi, j'avais... Ah, il y a peut-être une question. Pardon. Anthony Dillman, quid également de la thalassothermie dans le même ordre d'idée que l'éolien offshore? Oui, alors je pense que monsieur fait référence. Je ne suis pas très sûr de quoi il veut parler. Est-ce que c'est la production d'électricité liée au gradient de température entre la surface et le fond? Si c'est le cas, oui, c'est une bonne source d'énergie. Oui, bonjour. Non, alors, je ne suis pas un grand spécialiste de la question, mais il y a beaucoup de projets qui émanent sur les territoires, dans des projets de territoire, sur des enjeux en matière de thalassothermie pour, plutôt dans des logiques de chauffer ou refroidir des bâtiments au littoral. Et ma question, c'était, c'est un peu cette même question qu'on peut se poser. Est-ce que vous avez plus ou moins répondu entre le coût bénéfique ou ce que ça peut avoir un impact, soit en visuel, mais je voulais savoir si vous aviez un peu une expertise sur les impacts ou non de ce type d'installation qui ne sont pas encore finalement encore très développés. Ce n'est pas encore très développé, en effet. À Monaco, il y a beaucoup de bâtiments qui sont chauffés comme ça, chauffés et climatisés, en récupérant les calories de l'eau de mer. J'ai des collègues du laboratoire, moi je n'ai pas d'informations personnelles à partager, mais j'ai des collègues du laboratoire qui ont fait une étude d'impact à la demande des services monégasques et qui n'ont pas trouvé d'impact sur le phytoplancton et le zooplancton marin. Mais enfin, ce que cela dit, c'est vrai que si on imagine des pompages partout sur la côte, inévitablement, à un moment donné, il va se passer quelque chose, mais je n'ai pas d'informations particulières là-dessus. Mais c'est une bonne source de calories, en effet, l'eau de mer. Merci beaucoup. D'ailleurs, notre laboratoire, c'est pas opérationnel parce que je sais pas s'il y a beaucoup de problèmes de construction, mais on a un nouveau bâtiment d'hébergement à Villefranche là pour les étudiants qui devait être chauffé par thalassothermie.
Mais donc, c'est pas encore opérationnel et je pense que ça nous fournira un moyen d'étudier quel est l'impact de ce pompage et de ce rejet dans un environnement qui est très proche et on peut installer des capteurs, etc. Mais encore une fois, le travail préliminaire, enfin, le travail antérieur qui a été fait à Monaco semble montrer qu'il n'y a pas d'effet important sur la vie marine. Merci. Monsieur Gattuso, moi j'avais une question concernant la conférence des Nations Unies sur les océans qui aura lieu à Nice en juin 2025. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, je peux vous en dire un mot, d'autant que je suis impliqué dans l'organisation. En fait, donc la France et le Costa Rica ont proposé d'héberger à Nice la conférence des Nations Unies sur l'océan qui se déroule tous les 3 ans. La précédente, il y en a eu 2 précédentes, c'est la 3e, celle-ci. La première s'est tenue à New York et la seconde à Lisbonne, au Portugal. Donc, cette conférence des Nations Unies, ça regroupe en fait, comme les COP climat, en fait, des chefs d'État et de gouvernement qui discutent du financement, de la préservation de l'océan, tout ce qui concerne en fait l'océan. Donc ça se déroulera à Nice du 9 au 13 juin 2025. Et cette conférence sera précédée par un congrès scientifique organisé par le CNRS et IFREMER. Je vais co-présider ce congrès avec mon collègue PDG d'IFREMER, François Houllier. Et donc pendant 3 jours, nous allons héberger de l'ordre de 2000 chercheurs qui viendront du monde entier pour partager les connaissances sur cette question. Et on nous a demandé également, au CNRS et à IFREMER, de fournir des recommandations aux chefs d'État et de gouvernement qui se réuniront donc en juin. Il y aura 2 autres événements spéciaux des Nations Unies en même temps, enfin dans la même période. C'est un forum sur l'économie bleue, la finance et l'économie bleue qui se tiendra à Monaco les 7 et 8 juin. Et il y aura aussi un forum des régions et des villes côtières organisé par la métropole Nice-Côte d'Azur sur la réponse possible des régions et des villes à l'élévation du niveau de la mer. Donc en fait, pendant 15 jours à peu près, Nice va être la capitale mondiale de l'océan. Il va y avoir beaucoup d'activités autour de l'océan, y compris pour le grand public. Je pense qu'il va y avoir ce qu'on appelle une zone verte où il y aura beaucoup d'activités pour les écoles, le grand public. Il y aura beaucoup de bateaux qui vont venir nous rejoindre, de magnifiques voiliers, le bateau Tara, les bateaux d'Ifremer. Enfin, ça va être, je pense, un événement qui va marquer non seulement la recherche, mais j'espère qu'il va engendrer des bonnes décisions sur l'océan. Merci. Alors, on a beaucoup de remerciements pour cette conférence. Je vois, merci. Mais je n'ai pas noté d'autres questions. Est-ce que vous avez, est-ce qu'il reste des questions parmi les personnes encore présentes? Non, je pense qu'on a fait le tour, Monsieur Gattuso. Vous avez été complet, exhaustif. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Je regarde parce que les messages qui défilent, mais non, il n'y a pas de questions. Oui, merci beaucoup. Je voulais juste annoncer les prochaines conférences Savoir Partager que nous allons proposer. Donc, le 16 mai, on abordera le débarquement de Provence, puisque c'est l'anniversaire au mois d'août, avec Jean-Marie Guillon. Le 26 septembre, on évoquera les mobilités d'ici 2050 avec Aurélien Bigot. Et enfin, on terminera ce cycle pour 2024 avec le 5 novembre, une conférence sur l'Europe dans l'opinion publique avec Bruno Cotresse.
Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Dernière question qui est dans le chat. Oui, Votre labo est-il ouvert parfois au public? Oui, il est ouvert à chaque fête de la science. Et il va y avoir aussi beaucoup d'activités en juin 2025 autour de la conférence des Nations Unies sur l'océan. Donc, si vous voulez venir visiter, vous êtes le bienvenu. peut-être mettre le lien dans le chat. Eh bien, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut clôturer cette conférence. Merci à vous encore pour m'avoir donné la possibilité de parler au personnel en fait, de la région. Ravi de cette occasion. Très bien. Ben, merci beaucoup à tout le monde. Bonne journée. Merci. Au revoir. La Bonne journée, au conférence, revoir. le replay de la conférence sera envoyé avec la présentation de M. Gattuso également. D'accord. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Bonne c'était journée à super. tous. Merci beaucoup. Merci pour Merci, au revoir. l'organisation. Au revoir. Oui, au revoir.